Comment conseilleriez-vous les gens, dans le leadership ou qui que ce soit qui regarde ce podcast, pour qu'ils surmontent la procrastination et l'excès de réflexion? Ok, alors, pour commencer, il y a vraiment deux composants que je voudrais aborder. Le premier est évident. Regardez, si vous dites « Ok, quand mon réveil sonne le matin, j'appuie sur le bouton snooze 3 ou 4 fois, puis je sors enfin de mon lit et je vais me brosser les dents pendant 20 minutes parce que je ne veux pas commencer ma journée. Je redoute le fait de faire face à cette première séance d'entraînement. Et ce genre de procrastination, ce genre de, vous savez, à trop réfléchir et à avoir ce genre de débat dans votre tête, à vous dire « Oui, mais je me suis déjà bien entraîné hier, maintenant je suis courbaturé, alors peut-être que vous commencez à rationaliser et... » Dans ce genre de situation, j'éteins mon cerveau et je fais ce que je suis censé faire. Je fais confiance à la discipline. Je commence à faire ce que je suis censé faire et je fais immédiatement bouger les choses sans me laisser ne serait-ce que le temps d'y réfléchir. Parce que je sais que cette hésitation, je sais très bien que c'est ces moments d'hésitation qui feront grandir le regret en moi. Et que dans 2 ou 3 heures, quand je me rendrai compte que je viens de gâcher ma matinée, je me sentirai mal du fait de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Donc, en ce qui concerne ce composant, débranchez votre cerveau. Débranchez votre cerveau et faites ce que vous êtes censé faire. Voilà ce que vous devez faire pour surmonter la procrastination. Maintenant, en ce qui concerne la prise de décision. J'avais en fait la réputation dans les équipes de SEAL d'être très décisif. De prendre des décisions très rapidement. Mais, très franchement, j'ai un peu triché. En fait, j'avais une méthode pour tricher quand il s'agissait de prendre des décisions. Et cette méthode était, plutôt que de regarder un scénario et de prendre une grande et importante décision sur ce qu'il fallait faire, je devinais dans quelle direction je pensais que nous devions aller. Et puis je prenais de très petites décisions et je faisais de très petits pas dans la direction que je supposais être correcte. Et puis j'analysais les feedbacks, et s'il s'agissait de feedback positif et que cela semblait être la bonne décision, je faisais un autre petit pas dans cette direction. Puis j'analysais à nouveau les feedbacks rapidement et, si ce nouveau feedback donnait quelque chose de positif, je faisais un nouveau petit pas dans cette direction. Je prenais donc de très petites décisions, mais je les prenais très rapidement. Et je devais rester assez humble dans le cas où, si je prenais une certaine décision ou que je faisais une certaine supposition en disant « Ok, je pense qu'on devrait aller dans cette direction vers la gauche », puis on commence à aller vers la gauche, mais quand j'analyse le feedback, je me rends compte que « Ouh, ce n'est pas une bonne décision ». Dans ce cas-là, vous devez être assez humble pour dire « Hey tout le monde, j'ai en fait fait la mauvaise évaluation, nous allons faire demi-tour et aller vers la droite ». Vous devez être suffisamment humble pour faire ça. Mais si vous prenez ces petites décisions très rapidement, vous atténuez le risque de prendre une gigantesque décision, de prendre d'énormes risques. Vous savez, les gens me demandent « Alors voilà, je suis coincé dans ce travail de 9 à 5, je n'aime pas vraiment ça, et je préférerais faire cette autre chose qui me passionne beaucoup plus. Comment puis-je savoir quand il est temps de quitter mon emploi et adopter cette autre passion que j'ai ?» Pour moi, c'est un pas beaucoup trop grand. Parce que, vous savez, cette chose qui vous passionne, les autres pourraient ne pas être passionnés par ça. Peut-être qu'il n'y a pas de marché pour ça. Alors vous quittez ce bon travail que vous avez qui vous procure une rémunération stable, et puis vous sortez dans le monde réel et vous réalisez que vous avez fait une terrible erreur. Ce n'est pas du tout ce que je préconise. Ce que je préconise c'est... Oh ok, t'as un emploi stable qui te procure de bons revenus. Que dirais-tu de commencer à faire un petit quelque chose sur cette passion que tu as en parallèle de ton emploi? Tu sais, que dirais-tu de commencer à développer un peu cette chose que tu veux faire? Commence par créer une petite centaine d'exemplaires de ce produit que t'as imaginé, et puis tu regardes ce qui se passe. Et si tu commences à recevoir de bons feedbacks, que les gens commencent à acheter ce produit que t'as fabriqué, génial! Peut-être que maintenant tu peux passer à 200 exemplaires et voir comment les choses se passent, s'ils se vendent aussi. Maintenant tu continues à faire ça, à passer par ces petites étapes. Et peut-être que finalement tu vas prendre du recul et réaliser... Attends une seconde. Je commence à générer de bons revenus avec ma passion. Alors peut-être que je peux aller de l'avant maintenant et m'éloigner de mon travail de 9 à 5 qui ne m'intéresse pas vraiment. Donc c'était juste un exemple de ce que c'est que de faire de petits pas. Et c'est quelque chose que j'appelle le processus de prise de décision itératif. Et c'est très bénéfique pour avancer à travers la vie, sans risquer de prendre d'immenses décisions, mais plutôt en prenant rapidement de petites décisions, en analysant les feedbacks, et puis en répétant ce processus. Joko, quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise sur vous-même pendant votre voyage chez les Navy SEAL et au cours de cette période de 20 ans, y a-t-il eu des moments où vous avez voulu abandonner ou lâcher prise? Peut-être un moment où vous aviez juste l'impression que c'était trop? Et si oui, qu'est-ce qui vous a permis de continuer? La plus grande chose que vous apprenez dans les équipes de SEAL, c'est que vous n'êtes pas aussi bon que vous ne le pensez. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous dans quelque chose. Vous savez, je n'étais pas le gars le plus rapide, je n'étais pas le gars le plus fort, je n'étais pas le gars le plus intelligent. Et donc vous êtes constamment entouré de gens dans votre équipe qui sont en mesure de vous devancer dans au moins une catégorie. Que ce soit le tir, la plongée, le parachutisme. Donc c'est une expérience très humiliante. Et c'est la même chose avec le combat. Vous vous rendez à un combat, et peut-être que vous pensez « Ouais, c'est ce pourquoi je suis né.
et je vais dominer cette situation. Mais vous réalisez quand le combat commence que les choses ne vont pas du tout se passer comme vous l'aviez imaginé. Donc, pour moi, ma carrière dans le militaire a été une immense leçon d'humilité. Et en ce qui concerne les moments où j'aurais voulu abandonner, où j'aurais voulu démissionner, vous savez, très franchement, je n'ai jamais vraiment eu de moments comme ça. Je me suis inscrit à la formation Navy SEAL et il n'y avait rien que je voulais plus dans ma vie que d'être un SEAL. Ils auraient dû me menacer de mort pour me faire penser à arrêter. Et je suppose que ça ne m'aurait même pas arrêté à ce moment-là. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Et donc peu importe ce qu'on a pu me faire et ce que j'ai pu vivre dans les équipes de SEAL, travailler en tant que Navy SEAL était tout ce que je voulais, donc chaque jour pour moi c'était... Regarde, s'il y a des jours difficiles, s'il y a des parties de la routine quotidienne que tu redoutes, comme porter un sac à dos de 50 kilos et aller marcher avec pendant 10 ou 15 kilomètres, genre, c'est dur, ce n'est pas toujours marrant. Mais j'ai toujours su que c'était le travail que je voulais faire, donc abandonner n'a jamais vraiment fait partie de mes plans. Lorsque vous parlez de discipline, combien de personnes vous écoutent et vous disent genre « Joko, ouais, vous êtes un Navy SEAL, on comprend, mais pour ce qui est de la discipline, je trouve que la discipline est extrêmement impopulaire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la chose la plus séduisante dont il faut parler, ce n'est pas la chose la plus facile à faire aux gens, et les gens ont du mal avec l'autodiscipline. Donc par où commencer ? Par où peut commencer quelqu'un quand il n'a pas reçu cette formation que vous avez eue ? Je pense que, comme beaucoup d'autres tâches et missions que nous recevons dans la vie, nous devons comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Le livre que j'ai écrit s'appelle « Discipline equals freedom ». Vous devez donc comprendre pourquoi vous mettez en œuvre cette discipline dans votre vie. Pourquoi vous mettez cette discipline en œuvre dans votre vie ? Eh bien parce que vous voulez atteindre un certain degré de liberté. Et cela s'applique à tout ce que nous faisons. Ça s'applique à notre santé. Ça s'applique à la façon dont nous travaillons au sein d'une organisation. Ça s'applique à tous les ensembles de compétences que nous voulons développer. Ça s'applique littéralement à tout ce que nous faisons. Donc je pense que la raison pour laquelle tout le monde devrait mettre en œuvre cette discipline dans sa vie est parce qu'il y a une énorme récompense à la clé. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon livre « Discipline égale liberté ». Ce n'est pas « discipline égale douleur », ce n'est pas « discipline égale souffrance », même si la vérité c'est qu'il y a de la douleur et de la souffrance qui accompagnent la discipline. Il y en a. Mais ce n'est pas pour ça que vous vous y consacrez. Vous vous y consacrez parce qu'en fin de compte, la discipline vous apportera la liberté. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? Quand je suis arrivé dans la SEAL Team 1, l'officier en chef, qui était donc en charge du bon déroulement des opérations, nous a dit la phrase suivante. Présentez-vous à l'heure. N'oubliez rien. Gardez votre bouche fermée et les oreilles ouvertes. L'écoute est la compétence la plus sous-estimée en leadership et dans la vie en général. Vous devez écouter la grande majorité du temps. Donc je pense que c'était un excellent conseil.